Certaines affaires ne se racontent pas, elles se dissèquent. Bienvenue dans Anatomie d'une affaire. Ici, nous ne cherchons pas à vous dire quoi penser. Nous remontons les faits, les silences, les contradictions, jusqu'au point de rupture. Le 15 septembre 2001, à Mesa, en Arizona, le soleil est encore haut quand Balbir Singh Sodhi sort devant sa station-service. 4 jours ont passé depuis les attentats du 11 septembre et l'Amérique entière semble respirer autrement. Le pays n'est pas seulement en deuil, il est tendu, nerveux, fiévreux. Chaque conversation ramène au tour, chaque écran repasse les mêmes images, chaque silence semble contenir une colère qui cherche encore un visage. Devant sa station-service, Balbir Singh Sodhi ne cherche pas ce visage. Lui pense aux morts, il pense aux familles, il pense aux victimes. Il a déjà vidé son portefeuille pour contribuer à un fonds d'aide. Il parle même de se rendre à New York pour participer, à sa façon, aux efforts de secours et de nettoyage. Et ce jour-là, alors que d'autres cherchent des coupables, lui cherche un endroit où planter des fleurs. C'est ainsi que cette histoire commence. Non pas dans une dispute, non pas dans une traque, non pas dans une scène de chaos, mais dans un geste de deuil, dans un geste paisible, dans un geste presque fragile. Et c'est précisément ce qui rend la suite si insoutenable. Balbir Singh Sodhi a 52 ans. Il est sikh, il porte une barbe, un turban et cette silhouette que certains, dans l'Amérique bouleversée de septembre 2001, commencent déjà à regarder avec ignorance, peur ou haine. Lui le sait, il a même anticipé le danger. Avec son frère Rana, il a déjà rencontré des responsables sikhs de la région de Phoenix. Ils réfléchissent à la manière d'expliquer publiquement qui ils sont, à la manière de dire, avant qu'il ne soit trop tard, que leur foi n'a rien à voir avec les attentats, qu'ils ne sont ni les ennemis imaginés par l'opinion, ni les silhouettes vagues sur lesquelles on peut projeter la vengeance. Ils veulent tenir une conférence de presse, informer, prévenir, rassurer. Cela dit quelque chose de terrible sur l'époque. Balbir Singh Sodhi et les siens ne sont pas seulement touchés par le deuil collectif, ils doivent déjà préparer leur propre défense symbolique, comme si, avant même que la violence ne les atteigne, ils savaient qu'elle était en route. À ce moment précis, ailleurs dans la même ville, un autre homme pense lui aussi au 11 septembre. Mais sa pensée ne prend pas la forme d'un hommage, elle prend la forme d'une rupture. Frank Silva Roque a 42 ans. Sa vie, à ce stade, est un enchevêtrement de colère, d'échecs, de violence et de déséquilibre. Il a grandi dans un environnement dur, marqué par un père abusif et une mère souffrant de schizophrénie. Son parcours adulte n'a rien réparé. Il a déjà été condamné pour tentative de vol. Son ex-femme a demandé des ordonnances de protection après des actes de violence contre elle et leurs enfants. Autour de lui, il y a déjà des signes, une brutalité connue, une instabilité ancienne. Et dans les jours qui suivent les attentats, quelque chose semble se dégrader encore davantage. Les documents judiciaires, les témoignages et les récits rapportés plus tard dessinent le portrait d'un homme qui bascule. Un homme qui parle de voix, qui dit que sa tête va exploser, qui parle du diable, qui jure qu'il va sortir pour tuer des towelheads, une insulte raciste visant ceux qu'il prend pour des Arabes ou des musulmans. À partir de là, l'affaire ne relève plus seulement d'un crime, elle relève d'une collision, entre une peur collective, une ignorance religieuse et la trajectoire d'un homme qui cherche dans le monde extérieur un exutoire à sa rage. Le plus troublant dans cette histoire, c'est sa rapidité. Tout paraît aller trop vite. Comme si l'espace entre le choc national et le passage à l'acte s'était brutalement réduit à presque rien. Le 11 septembre a lieu. Le 15 septembre, Balbir Singh Sodhi est mort. 4 jours. 4 jours seulement pour que la douleur publique se transforme, chez certains, en haine privée. 4 jours pour qu'une partie du pays ne cherche plus à comprendre, mais à punir au hasard. 4 jours pour qu'un homme en voie d'effondrement intérieur se persuade qu'il peut agir au nom d'une sorte de patriotisme délirant. Et surtout, 4 jours pour qu'un citoyen innocent, venu d'Inde, devenu commerçant en Arizona, soit pris pour une cible parce qu'il portait sur lui les signes d'une identité que son meurtrier ne comprenait pas. Pour comprendre ce moment, il faut revenir à Balbir Singh Sodhi lui-même et à ce qu'il représentait. Né en 1949 dans le Pendjab, en Inde, il vient d'une famille de fermiers et de commerçants. Son parcours vers les États-Unis s'inscrit dans une histoire plus vaste, faite à la fois d'espoir et de fuite. Comme beaucoup de Sikhs de sa génération, il a grandi dans un environnement religieux fort, marqué ensuite par les tensions et violences qui ont visé la communauté sikh, après l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 par ses gardes du corps sikh. Ce contexte a compté. Il éclaire une partie de son exil.
Lorsqu'il émigre aux États-Unis avec ses frères à la fin des années 1980, ce n'est pas seulement pour gagner plus d'argent. C'est aussi pour échapper à des formes de persécution et construire une existence plus stable pour sa famille. Comme tant d'autres, il rejoint l'Amérique avec une idée simple: travailler, envoyer de l'argent, avancer, tenir. Ses premières années aux États-Unis ne sont pas glorieuses au sens spectaculaire du terme. Elles sont laborieuses, concrètes, patientes. Il vit d'abord en Californie. Il travaille, entre autres, comme chauffeur de taxi. Il économise. Il envoie de l'argent à sa communauté en Inde. Cet aspect est important. Balbir Singh Sodhi ne s'est pas contenté de construire sa propre survie. Il a aussi aidé les autres. Il a financé des uniformes scolaires pour des enfants, veillé à ce que des personnes âgées aient des vêtements. Cet homme qui sera plus tard abattu en quelques secondes vivait déjà dans l'ombre selon une logique de responsabilité et de générosité. Et lorsque, en 2000, il achète une station-service à Mesa, en Arizona, ce trait de caractère ne disparaît pas. Il devient même visible à l'échelle locale. Il offre des bonbons aux enfants, laisse parfois partir des clients sans payer lorsqu'ils sont en difficulté, se rend utile, devient, pour son voisinage, l'un de ces visages familiers qui ne font pas de bruit mais tissent une présence, une vie simple, en apparence. Et c'est peut-être cela qui rend son meurtre encore plus violent symboliquement. On n'a pas tué un homme de pouvoir, ni une figure de confrontation. On a tué un homme ordinaire dans ce que l'ordinaire a de plus digne. Le 15 septembre, Balbir Singh Sodhi est donc devant sa station-service, en train de discuter avec un paysagiste de l'endroit où planter un mémorial floral pour les victimes du 11 septembre. Le contraste est presque insoutenable. Il rend hommage à des morts quand la haine se dirige déjà vers lui. Frank Rock arrive en pick-up. Il ne le connaît pas. Il n'y a pas d'échange, pas de dialogue, pas de conflit personnel. Seulement une décision. Il s'arrête, sort une arme et tire 5 fois dans le dos de Balbir Singh Sodhi. 5 fois, puis il repart. Le geste est bref, net, presque mécanique. Le meurtre est ciblé, mais la cible est un mensonge. Roque croit voir un arabe. Il voit en réalité un sikh indien. Et cette confusion n'est pas un détail secondaire de l'affaire. Elle en est le cœur, parce qu'elle révèle que la haine n'avait pas besoin de savoir. Elle avait seulement besoin d'un signe visuel sur lequel se fixer. Un turban suffisait. Dans les minutes qui suivent, Balbir Singh Sodhi devient, selon les récits largement retenus, la première victime connue d'une série de crimes de vengeance commis après le 11 septembre sur des personnes perçues comme arabes ou musulmanes. Mais Frank Rock ne s'arrête pas là. Et c'est cette suite qui montre le plus clairement que nous ne sommes pas face à un acte isolé, surgissant de nulle part dans un instant de folie pure. Après avoir tué Sodhi, Rock se rend à l'ancien domicile qu'il a vendu à une famille afghane. Il tire sur la maison. Puis, il vise un homme libanais à travers la fenêtre d'une autre station-service. Cette fois, la personne visée n'est pas blessée. Ensuite seulement, il entre dans un bar sportif local et se met à crier. Des témoins le voient et l'entendent. « Nous allons reprendre notre pays aux Arabes », hurle-t-il en substance. Il se vante même du meurtre commis un peu plus tôt, évoquant l'enquête en cours sur un type à turban. Ces éléments sont essentiels car ils viennent écarter l'idée d'un passage à l'acte entièrement involontaire ou incompréhensible. Oui, la défense invoquera plus tard la maladie mentale, les voix, la désorganisation psychique, mais les témoins, les propos, la séquence elle-même montrent aussi une violence dirigée, traversée par une idéologie haineuse, même grossière, même confuse. Autrement dit, Rock n'est pas seulement un homme déséquilibré, il est aussi un homme qui parle le langage du racisme et de la vengeance nationale. Quand la police l'arrête, il continue. Il se dit patriote, américain, demande comment on peut l'interpeller alors que, selon lui, les vrais terroristes sont encore dehors. Cette phrase résume presque toute l'affaire, parce qu'elle montre un glissement tragique. Dans l'esprit de Rock, l'acte criminel n'est pas perçu comme une faute mais comme une forme d'action civique, un prolongement grotesque de la guerre contre un ennemi imaginaire. Le problème, c'est que cet ennemi n'est pas identifié par des faits. Il est simplement projeté sur des corps, des visages, des vêtements. L'Amérique vient de vivre un attentat d'ampleur historique et certains de ses citoyens se mettent à transformer des apparences en condamnations. Balbir Singh Sodhi meurt au point exact où l'ignorance rencontre une arme. Dans les jours qui suivent, son histoire commence à circuler au-delà de Mesa, et avec elle, une prise de conscience difficile. Le premier réflexe médiatique après les attentats s'était concentré sur les victimes directes, sur New York, sur le Pentagone, sur les secouristes, sur les ruines, sur le choc national.
L'assassinat de Balbir Singh Sodhi oblige le pays à regarder un second cercle de victimes, ceux qui, sans lien avec les attaques, deviennent des cibles de représailles. Des victimes dérivées, en quelque sorte, mais dont la mort n'aurait pas eu lieu sans le 11 septembre. C'est d'ailleurs cette logique qui alimentera plus tard le combat de sa famille pour faire inscrire son nom sur un mémorial lié aux attentats. Car une question, simple et implacable, reviendra. Serait-il mort si le 11 septembre n'avait pas eu lieu? Pour sa famille, la réponse est évidente. Entre-temps, la justice suit son cours. Frank Rock est poursuivi pour le meurtre de Balbir Singh Sodhi. Son procès s'ouvre en août 2003. La défense tente de faire reconnaître une irresponsabilité fondée sur l'aliénation mentale. L'argument est que Rock entendait des voix lui ordonnant de tuer des Arabes, que sa vie personnelle, son enfance violente, sa fragilité psychique et le traumatisme du 11 septembre l'ont rendu incapable de distinguer le bien du mal. Cette ligne de défense n'est pas absurde en apparence. Plusieurs témoignages rapportent effectivement son discours délirant, sa peur, ses voix, ses références au diable. Mais l'accusation présente une autre lecture, et elle est décisive. Des collègues de Rock affirment qu'il exprimait déjà auparavant une hostilité envers les immigrés. Autrement dit, le 11 septembre n'aurait pas créé sa haine à partir de rien. Il lui aurait simplement offert une permission, un cadre, une cible de substitution. C'est là que l'affaire se complexifie et devient plus intéressante encore pour nous, parce qu'elle ne se réduit ni à une pure histoire de racisme, ni à une pure histoire de maladie mentale. Elle se situe dans une zone trouble où les deux dimensions peuvent coexister. Un homme peut être psychologiquement désorganisé et néanmoins traversé par une idéologie haineuse préexistante. Il peut entendre des voix et parler avec les mots du racisme ordinaire. Il peut être en rupture interne et s'aligner malgré tout sur l'air du temps le plus toxique. C'est cette combinaison qui fait peur. Non pas parce qu'elle excuse quoi que ce soit, mais parce qu'elle montre qu'un climat collectif peut offrir à des individus déjà fragiles ou violents une direction pour leur passage à l'acte. Le verdict tombe. Frank Rock est reconnu coupable. Il est initialement condamné à mort avant que sa peine ne soit plus tard commuée en prison à vie. Il mourra en détention en 2022 à 62 ans. Avant sa mort, il exprimera des remords. Et plusieurs années après le procès, un épisode inattendu viendra ajouter à l'affaire une dimension presque impossible à raconter sans hésitation, le pardon. En 2016, Rana Sodhi, le frère de Balbir et l'ami de la famille Valari Kaur, appelle Rock en prison. La conversation est documentée. Rock y présente ses excuses du fond du cœur. Il dit qu'il voudra demander pardon à Balbir lui-même devant Dieu. Et Rana lui répond « Nous t'avons déjà pardonné ». Cette scène, à elle seule, change la nature du récit. Elle ne réduit pas l'horreur. Elle ne corrige pas l'injustice. Elle ne transforme pas le meurtre en accident spirituel. Mais elle empêche l'histoire de se refermer dans la pure logique de la haine. La famille de Balbir Singh Sodhi ne se contente pas de survivre au drame. Elle essaie d'en tirer une parole plus haute, plus difficile, plus exigeante que la vengeance. Et c'est peut-être là que le meurtre atteint sa dimension la plus profonde. Il ne détruit pas seulement une vie, il révèle aussi ce que les vivants choisissent de faire avec l'irréparable. Le combat pour faire reconnaître Balbir Singh Sodhi comme l'une des victimes liées au 11 septembre prolonge cette logique. Certains responsables politiques rechignent. Ils considèrent qu'il n'est pas une victime directe des attentats. Son fils Sukhwinder pose alors une question que personne ne peut réellement contourner. Pensez-vous que mon père aurait perdu la vie si le 11 septembre n'avait pas eu lieu? Ce n'est pas une formule rhétorique. C'est une mise en lumière brutale de la causalité historique. Oui, Sodhi n'est pas mort dans les tours. Oui, il n'était pas à New York. Oui, il n'était pas secouriste. Mais il est mort parce que l'événement a libéré, accéléré, légitimé aux yeux de certains une haine qui cherchait des visages. Son nom finira par figurer sur le mémorial de Phoenix. Et ce détail a une portée immense. Il inscrit dans la mémoire publique non seulement l'attentat lui-même, mais l'onde de choc moral qu'il a produite. Aujourd'hui, l'histoire de Balbir Singh Sodhi reste l'une des plus claires et l'une des plus dérangeantes pour penser l'après 11 septembre. Parce qu'elle ne parle pas seulement de terrorisme, ni seulement de crimes de haine, ni seulement de justice. Elle parle de la vitesse à laquelle une société peut se désorienter, de la manière dont l'ignorance religieuse peut devenir létale, de la façon dont des signes vestimentaires ou culturels deviennent, dans certaines circonstances, des condamnations automatiques. Elle parle aussi de l'Amérique dans ce qu'elle a de plus contradictoire.
Un pays capable d'offrir refuge, ascension et travail à un homme comme Balbir Singh Sodhi, puis incapable, dans la panique qui suit un traumatisme, de protéger ce même homme contre ceux qui prétendent le venger. Et c'est peut-être là que réside la question la plus troublante de cette affaire. Pas seulement. Pourquoi Frank Rock a-t-il tiré? La réponse, au fond, est triste, mais lisible. Il a tiré parce qu'il était rempli de haine, de confusion et de violence. La vraie question est plus large. Que s'est-il passé dans le climat américain de ces jours-là pour qu'un homme comme Balbir Singh Sodhi doive à la fois pleurer les victimes du 11 septembre, organiser sa défense publique en tant que sikh et finalement mourir sous les balles de quelqu'un qui ne savait même pas qui il était? À partir de quel moment la peur collective devient-elle un permis de tuer pour ceux qui n'attendaient qu'un prétexte? Et que reste-t-il d'un pays lorsque ses citoyens les plus paisibles doivent commencer par expliquer qu'ils ne méritent pas d'être abattus? Balbir Singh Sodhi était sorti pour planter des fleurs. C'est peut-être cela, plus que tout, que l'histoire retient, non pas seulement la mort, mais le contraste. L'écart irréparable entre le geste qu'il accomplissait et celui qui l'a interrompu. Un homme qui voulait honorer les morts devient lui-même l'un des morts de ce même moment historique. Et dans ce renversement, l'affaire cesse d'être un simple fait divers. Elle devient un avertissement sur la fragilité du réel, sur la vitesse de la haine et sur les vies qui basculent, non parce qu'elles étaient visées, mais parce qu'un pays entier, pendant quelques jours, a cessé de regarder les êtres humains pour ne plus voir que des symboles. Nous sommes arrivés au terme de cette affaire. Ici, nous ne jugeons pas. Nous exposons des faits réels, leurs zones d'ombre, leurs fractures et parfois leurs contradictions. À vous désormais de vous faire votre propre opinion. À très bientôt pour une autre affaire.